Vous écoutez l'épisode 201 du podcast Mes trucs de prof dans lequel on va parler de jeux pour libérer la parole sur des sujets comme le harcèlement, le consentement, le rapport au numérique, tout en découvrant la posture à adopter pour cela. Je suis Émilie Lefatan, ex-prof des écoles devenue coach professionnelle et formatrice. J'accompagne les profs et les professionnels de la pédagogie à se développer professionnellement, à initier ou vivre des changements et des transitions, à retrouver de la sérénité et du kiff au quotidien. Et dans ce podcast, on réfléchit, on se questionne, on partage pour nourrir sa pratique et sa vie pro. Alors si tu as envie de prendre un temps de recul sur ta vie de prof ou ta façon de travailler, mets tes écouteurs, installe-toi confortablement et c'est parti. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire qu'une nouvelle saison de mon programme collectif Kiffe ta vie de prof débute en août. Le nombre de places est limité, les inscriptions sont ouvertes du 1er juillet au 15 août et vous trouverez tous les renseignements sur mestrucsdecoach.fr/kiffe ta vie de prof. Dans l'épisode 168, je vous parlais de ludopédagogie et de l'importance du débriefing après un jeu pour ancrer des apprentissages. Aujourd'hui, on passe en quelque sorte à de la pratique. Je reçois Delphine Guéroche, ancienne prof d'université devenue coach, qui a créé des jeux de cartes pédagogiques pour libérer la parole des jeunes autour du harcèlement, du cyberharcèlement, du consentement ou encore du rapport au numérique. Le consentement, le harcèlement, ce sont des thèmes qu'on a déjà explorés ici dans le podcast, notamment dans les épisodes 124, 138 ou 189. Je vous remettrai tout ça dans la légende de l'épisode. Et donc, pour tout vous dire, j'ai eu l'occasion de tester 2 des jeux de Delphine avec ma fille. Et ce qui m'a marqué, on en reparlera avec Delphine, c'est qu'il n'y a pas de règles rigides. C'est vraiment un pur déclencheur de dialogue qui permet de décentrer les situations, de décentrer les problèmes pour pouvoir aborder des sujets parfois un peu sensibles sans braquer l'enfant, le jeune. Et surtout, ça nous aide à les écouter. Donc aujourd'hui, avec Delphine, on va aller un petit peu plus loin. Elle va nous présenter ses outils qu'elle auto-édite sous le nom d'Emotion & Co. Mais surtout, on va décrypter ensemble la posture à adopter, une sorte de posture de prof-coach qu'on va pouvoir adopter pour les exploiter, que ce soit en individuel, en petit groupe, en classe entière, etc. Voilà. Bonjour Delphine. Bonjour Émilie. Merci de participer à cet épisode. Est-ce que la présentation te convient? Est-ce que tu as besoin d'ajouter quelque chose? Non, c'est super. On peut continuer comme ça. Donc, comme je disais, toi, tu as été prof en université, tu es formée au coaching et tu as eu l'occasion, enfin l'idée, en tout cas, de créer ces supports. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont est née l'idée dans ton cabinet de coaching? Effectivement, l'idée est née, de manière très, pratique au cabinet. J'accompagnais, des enfants victimes de harcèlement, en primaire et puis certains d'entre eux souffraient, énormément. Ils avaient pas les mots pour, l'exprimer, certains étaient silencieux, sur plusieurs séances et comme, souvent, je crée des petits jeux, à la maison, sur, Canva et puis, celui-là, m'a permis d'obtenir des résultats assez rapides donc avec des dessins pas très jolis et cetera. Et donc j'ai décidé de le présenter à un éditeur. L'éditeur ne m'a pas tout à fait convenu et donc j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure en auto-éditant, exactement comme, je le souhaitais. Donc j'ai choisi des couleurs, Pepsi qui donnent aux enfants, l'envie d'aller voir, ce jeu malgré, des sujets lourds et puis, depuis, j'ai lancé le 4e jeu récemment. Oui, donc il y a 4 jeux. Moi, j'en ai testé 2. Donc, le premier jeu, c'était lequel? Celui que tu as Harcèle Kido sur le harcèlement scolaire. Ensuite, il y a eu Consent Kido sur le consentement, Cyberharcèle Kido sur le cyberharcèlement et là, il y a Numérique Kido, on vient de finir la campagne de crowdfunding sur Ulule qui sort dans quelques jours là, le jeu est encore chez l'imprimeur. Ouais. Ce que je disais en intro, c'est que ce ne sont pas vraiment des jeux classiques avec 12 pages de règles, plein de contraintes difficiles à mettre en place, etc. Mais c'est plutôt des supports de médiation sans gagnant ni perdant, et ça permet vraiment de déclencher du dialogue et de l'écoute.
C'est parfaitement résumé. Il s'agit pas d'un jeu de plateau, d'un jeu de société. Il y a que des gagnants, si je puis dire. L'adulte qui va accompagner le ou les enfants et puis le ou les enfants qui sont accompagnés. Donc c'est ensemble parler d'un sujet difficile. Les enfants ont très peu d'espace de parole, contrairement à ce qu'on peut penser, et les adultes se sentent parfois incompétents, maladroits. Et donc ce support médiateur, comme tu l'as très bien expliqué, est un formidable outil pour les deux parties. Ouais. Et ça permet vraiment je trouve, voilà, de mettre un petit peu de distance et ça influence la posture. Ça renforce, je trouve, l'adaptabilité de la posture de l'adulte et l'écoute pour sortir un peu de la résolution rapide, mais de pouvoir vraiment aller dans la compréhension de ce qui se joue pour les jeunes, dans les enfants, les élèves dans les situations, d'avoir accès à ce qu'ils pensent, à leur regard. Vraiment, moi qui ai l'habitude de beaucoup parler avec ma fille, j'étais étonnée en fait de ce que j'ai pu obtenir comme nouveaux éléments de compréhension de sa façon de voir et de vivre les choses. C'est le retour que j'ai le plus. La plupart des parents ou des enseignants qui achètent mes jeux ont une petite réticence au début en me disant oui, mais moi, mon enfant ou mes élèves me parlent beaucoup. Moi, je suis très à l'écoute des jeunes qui m'entourent, que j'accompagne, etc. Et en fait, on se rend compte que même un enfant qui a l'habitude d'avoir du vocabulaire, qui a l'habitude de s'exprimer, qui demande de l'aide quand il en a besoin, qui dénonce des faits qu'il peut subir en tant que témoin ou victime, etc. Là, il y a un espace extrêmement large qui est Mmh. guidé grâce aux mots sur les cartes ou aux illustrations qui sont très pratiques et qui les fait souvent réagir. Et même quand je fais dans des salons du jeu, j'ai souvent les jeunes qui s'arrêtent, qui vont prendre une carte et qui vont vouloir parler de cette carte alors qu'on se connaît pas, qui sont pressés par les parents ou les enseignants et qui veulent quand même s'arrêter pour discuter. Et on voit qu'en réalité, quand il y a un support un peu attractif, le travail, il se fait tout seul. Et Ouais. donc, tu parlais de la posture de l'enseignant, du parent. Finalement, l'adulte n'a rien à faire. Il n'a qu'à suivre ce que l'enfant ou l'adolescent accepte de lui transmettre à ce moment-là, comme un cadeau que le jeune ferait à l'adulte. Et nous, on n'a qu'à écouter et poser des questions ouvertes si on a envie d'aller plus loin. Mais en fait, le jeu fait tout le job. Et c'est Mmh. ça qui est merveilleux. On n'a pas besoin d'être compétent. On n'a pas besoin d'apprendre des règles. Et en plus, on va peut-être en parler. Il y a une version classique pour dérouler le jeu extrêmement simple. Mais il y a aussi plein de variantes possibles. Et souvent, j'ai des profs qui créent des nouvelles variantes auxquelles j'ai pas pensé. Donc, c'est formidable, en fait. Ouais, ouais, ouais. Pour les personnes qui nous écoutent, faut savoir que donc le jeu, enfin les jeux, moi j'en ai eu 2, mais j'imagine qu'ils sont tous construits de la même façon. Ils sont constitués de plusieurs cartes et il y a 4 catégories de cartes. Donc il y a une catégorie de cartes qui est sur des situations, donc il y a tout un panel de situations selon le thème. Il y a une catégorie de cartes qui est plutôt sur les ressources, une catégorie sur les émotions et il m'en manque une, c'est comme les 7 nains, Les réactions. et sur les réactions. Et donc voilà, et avec ça on peut entrer par les émotions, on peut entrer par les situations. Moi avec quand j'ai testé, ce que j'ai fait c'est que j'ai étalé toutes les situations sur la table avec ma fille qui testait avec moi et je lui ai demandé, enfin je lui ai lu les situations, enfin on les a lues ensemble et je lui ai dit ben de laquelle t'as envie de parler. Et là déjà j'étais étonnée parce que enfin elle est allée sur une carte que je m'attendais pas à ce qu'elle choisisse celle-là et donc de pouvoir lui dire ah tiens c'est intéressant et qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette carte-là déjà, bon après avec la posture de coach mais qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette carte-là, ben là déjà elle m'a dit plein de choses que ce qui était important pour elle, pourquoi ça lui parlait, que ça lui évoquait une situation dont elle avait entendu parler récemment qui ne la concernait pas, donc elle n'avait pas forcément eu l'idée de m'en parler, mais qui avait généré des interrogations chez elle. Donc voilà, déjà juste ça, la première catégorie, le choix de la carte, c'était intéressant. En fait, ce que tu dis à travers l'expérience avec ta fille, c'est qu'en fait, le jeu permet vraiment de faire
qu'on libère la parole. Ça crée le jeu crée une sorte de distance, et que ce soit avec une carte, un personnage, plusieurs catégories de cartes ou un scénario si on fait une variante du jeu, le jeu offre un peu une protection, une distance, une fiction. C'est un peu comme l'externalisation en coaching, pour ceux qui connaissent. Donc on met un peu le problème ou le questionnement un peu loin pour pouvoir le regarder sans être écrasé. Et du coup, peu importe ce que l'enfant a vécu, a subi, a fait ou a été témoin, il a plein de choses à raconter. Et ce qui est formidable avec ces jeux-là, c'est que on peut y jouer plein de fois. On n'aura jamais les mêmes niveaux ou contenus de discussion. Une fois, tu l'as dit, on peut piocher une carte, on peut parler d'un sujet dont on a entendu que l'enfant a entendu parler ou vit actuellement. Et puis, on peut faire toutes les cartes dans un sens, dans un autre. On peut faire que 2 catégories, on peut faire les 4 catégories, on peut y jouer 5 minutes, on peut y jouer 30 minutes, 1 heure. Et on a toujours, en fait, ce support de discussion sur des sujets fondamentaux sociétaux que traversent nos enfants et auxquels nous, on est confrontés par ricochet. Ouais, tout à fait. Et c'est cette ouverture, c'est-à-dire que c'est un support, mais ça nous aide aussi. Enfin, on peut faire preuve de créativité pour imaginer les usages qu'on en fait. Et ce que j'ai apprécié aussi, donc dans chacune des catégories, donc il y a tout un panel de situations, tout un panel d'émotions possibles, tout un panel de réactions possibles, de ressources possibles. Mais dans chaque catégorie, il y a aussi une carte autre. Une carte autre qui permet une ouverture du champ des possibles et aussi d'imaginer à la fois ça peut guider le dialogue pour des enfants ou des jeunes qui ne savent pas trop quel mot mettre, et à la fois il peut y avoir aussi en fait il y a telle chose que je vis, que je ressens, ou telle ressource que j'ai utilisée qui est pas dans le jeu mais que j'ai envie de mobiliser ou d'évoquer. Donc cette carte vraiment elle est intéressante. La carte point d'interrogation qui figure effectivement dans tous les jeux et dans toutes les catégories de cartes, elle était importante pour moi parce que je ne suis pas psychologue. Je ne voulais pas orienter trop, en fait, la discussion et ce que les jeunes pouvaient partager. Et effectivement, j'ai souvent des enfants ou des ados qui vont parler d'autres situations qui sont plus ou moins proches, connexes, ou parfois qui n'ont rien à voir, mais qui sont fondamentales pour eux, qui les ont choqués, qui les ont émus, qui les interrogent. Et donc, je pense que plus on a une ouverture, plus on redonne du pouvoir aux enfants, peu importe ce qu'ils vivent. Et c'est tout l'enjeu du jeu, c'est que à travers la libération de la parole, l'enfant peut prendre du recul sur ce qu'il vit, ce qu'il a fait ou ce dont il est témoin, et trouver les solutions, les réponses par lui-même, en fait. J'aime bien, peut-être on va en reparler, peut-être j'avance un peu sur une question que tu vas me poser, mais toujours sur la question de la posture. Là, on est vraiment dans une posture basse. On n'est pas le sachant au-dessus de l'apprenant. On est au même niveau, on est à côté, on accompagne. Et du coup, celui qui va vraiment guider le jeu, c'est pas l'adulte, c'est l'enfant. Et pour moi, ça change tout. Ouais. Mais tu as raison d'évoquer, et puisque tu évoques la posture, c'est vrai qu'on a tendance parfois, et notamment sur des sujets comme ça, surtout, alors là, on s'adresse à un public de profs, donc surtout quand parfois on a soit une situation à régler, soit parce que c'est dans les programmes et qu'on doit en parler, on a besoin, on a même pas besoin, on a cette injonction interne de se dire il faut que j'amène du contenu, il faut que je sache quoi dire, il faut que j'apporte des éléments de compréhension, de réponse, etc. Et ça, tout ça, alors c'est important à certains moments, mais du coup on reste beaucoup dans de la sensibilisation où on répète un peu les mêmes choses sans aller parfois dans la profondeur de ce que vivent les jeunes, les enfants, les élèves. Et là, en fait, ça permet vraiment le jeu en lui-même, il permet aussi d'orienter notre posture. Et tu parlais de posture basse, je pense que c'est important de se dire, c'est dédouanant aussi, enfin ça allège de se dire ok, j'ai le jeu, je vois ce qui vient, je sais pas ce qui vient, ça peut être un peu stressant quand j'ai l'habitude de maîtriser mon contenu, je sais pas ce qui vient, mais en fait ce qui va venir, ça va me donner de la donnée pour mieux comprendre, mieux voir. Donc ça oriente vraiment cette posture basse et cette posture d'écoute où on n'est pas du tout dans de l'apport de connaissances, mais dans de la réception de ce qui se passe pour les jeunes et les enfants.
C'est exactement ça. Ça change tout ce dont les profs en général ont l'habitude de faire, qui peut être extrêmement rassurant pour eux. Et là, on va pas être dans la posture je sais, j'explique, je transmets. On va être plutôt dans j'accompagne, je vois ce qui se passe, je laisse faire. Et ça peut être inconfortable. Il faut peut-être un petit temps d'adaptation selon ce qu'on a l'habitude de faire en classe. Ça peut être angoissant pour certains enseignants de se dire bah attends, je sais pas ce que ça va donner, où va aller la conversation, j'ai besoin de cadrer, etc. Mais en fait, ça se fait absolument naturellement. Moi, le jeu, quand je l'ai créé, j'avais pas pensé tout de suite aux enseignants, mais c'était la même chose pour les parents. C'était de se dire, bon, moi, je peux pas accompagner toutes les familles, j'ai d'autres occupations, je fais déjà beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences, beaucoup de formations aussi à des professionnels, etc. Et je ne voulais pas m'enfermer dans des sujets qui peuvent être un peu lourds. Donc je m'étais dit, en fait, je crée le jeu et je le diffuse au grand public. Comme ça, les familles vont pouvoir se l'approprier. Elles n'ont rien à faire, si ce n'est de sortir les cartes et l'enfant, l'ado s'exprime. Parce qu'en fait, il y a plein de parents qui savent pas comment s'y prendre. Ils se sentent encore moins compétents souvent que les enseignants, parce que les enseignants ont un peu de bouteille, ils accompagnent des classes avec beaucoup d'enfants, donc ils savent poser le cadre. Les parents savent pas forcément le faire. Et finalement, on se rend compte que tous ces adultes, peu importe leur expérience dans l'enseignement ou en famille, heu, voilà, ils prennent le jeu, ils sortent les cartes, comme tu l'as dit, ils posent, les 10 cartes situation, les autres sur la table et ça se fait tout seul, en fait. Mmh. Ouais. Ils n'ont rien à faire, si ce n'est d'écouter dans la bienveillance, dans l'écoute active. Et ça, c'est important de dire que c'est aussi un geste professionnel parce que parfois on peut avoir l'impression, je revois là un propos en coaching la semaine dernière, des enseignants qui se disent ouais mais moi j'improvise et du coup de se dire improviser c'est pas professionnel. Et en fait c'est de la façon dont se le raconter. Si on se dit que quand on fait ça on improvise, effectivement ça peut nous donner l'impression de pas avoir préparé, de pas avoir suffisamment posé le cadre, etc. Alors que non, c'est pas, on n'improvise pas en fait. On se cale sur on s'adapte, on s'ajuste, on se cale, on est dans une posture d'écoute et être enseignant, accompagner, c'est pas toujours transmettre. Et donc je trouve ça important en tout cas de se rassurer sur le fait que c'est pas de l'improvisation, c'est de l'écoute active et de l'ajustement de l'ajustement de sa posture et que ça aussi c'est un geste professionnel. C'est un geste professionnel, c'est pas de l'improvisation effectivement parce que le jeu, en fait, quand même dans les cartes situations, balaye l'ensemble des situations, du consentement, du harcèlement, du cyberharcèlement et cetera, dans la réalité de ce que les enfants vivent. Et puis moi, je suis docteur en droit, donc je sais parfaitement quelle est la définition juridique et les conséquences juridiques, par exemple, du harcèlement. Et donc dans Harcèle Kido, il va y avoir l'ensemble des situations. On va pas inventer des situations, c'est les situations reconnues par la loi française. Donc non, c'est pas improvisé, c'est pas n'importe quoi. Et puis j'aime bien aussi l'idée de se dire que quand on est enseignant, on aime bien faire un état des lieux des connaissances de nos élèves, vérifier que les apprentissages ont été reçus, ancrés, que il peut y avoir une restitution avec le vocabulaire de chaque élève. Et en fait, ce jeu-là, il permet ça aussi, c'est-à-dire que on peut faire de la prévention sur le harcèlement alors qu'on a déjà fait des ateliers dans le cadre du programme phare, des séances obligatoires. Et on peut simplement vérifier avec les cartes situations du harcèlement en disant quelle est la définition. Et ben on reprend avec les cartes situations la définition, on revérifie que le vocabulaire a été compris, qu'est-ce que le cyberharcèlement par rapport au harcèlement, quelles sont les conséquences, etc. Enfin, vraiment, ça permet de faire à la fois de la prévention et de l'action. Donc, les enseignants qui pourraient avoir peur de ne pas être compétents, soit parce que ça manque de cadre, parce qu'ils ont l'impression d'improviser, ou parce qu'ils ont peur qu'un fait révélé soit trop important et ne pas savoir quoi en faire. En fait, encore une fois, ça se fait naturellement. Le jeu paraît extrêmement simple, mais la mécanique est bien rodée en fait. Mmh. Ouais, c'est tout à fait ça. Et du coup, si quel conseil tu donnerais en termes de posture à quelqu'un qui n'est pas coach, qui n'a pas l'habitude d'accompagner, mais qui se saisit du jeu?
Je dirais que c'est de peut-être qu'on définisse ensemble dans cet épisode ce qu'est l'écoute active. Donc l'écoute active, c'est écouter sans couper, sans juger. C'est vraiment écouter ce que dit l'enfant, l'ado. Hein. C'est ne pas corriger, ne pas orienter, ne pas rassurer. C'est plus difficile qu'il paraît hein, dans la société dans laquelle on vit. On a tendance, tu l'as extrêmement bien expliqué, vouloir résoudre à la place de l'enfant, surtout quand on a un attachement particulier à cet enfant ou à cet élève. Et puis, on a tendance à se mettre, on l'a dit aussi, en posture haute, à dire non, mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut absolument que tu ailles porter plainte si tu te fais cyberharceler, il faut absolument que tu en parles à tes parents, etc. Non, on n'est pas là pour dire à l'enfant ce qu'il a à faire. On est là pour créer un espace sécurisant, pour lui permettre de s'exprimer et lui de décider ce qu'il a envie ou pas de faire, ou de changer la donne la prochaine fois, ou de regarder différemment. Le deuxième conseil, c'est peut-être apprendre à tolérer les silences dont on n'a pas l'habitude quand on n'est pas coach. C'est que les silences en disent long, permettent à la personne de prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, de ressentir dans son corps ce qu'il se passe, d'écouter ses émotions, etc. Donc le silence ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, qu'il faut le couper et à nouveau reprendre le pouvoir sur ce qui est en train de se passer ou de ne pas se passer. La troisième, ce serait peut-être la neutralité bienveillante qui est un peu le pendant de l'écoute active. Hein. C'est évidemment, on a un avis tranché en tant que parent, en tant qu'enseignant investi sur le harcèlement. C'est interdit, c'est grave. Il faut pas harceler. Si j'ai des élèves harceleurs, on veut les punir, on veut que ça s'arrête. Enfin voilà. On n'est pas là pour imposer un avis, pour dire, pour entrer dans de la politique, pour faire la morale, pour faire un interrogatoire de police. Hein. On peut éventuellement reformuler. Ah, j'entends que tu me dis ça. Ce que tu as voulu dire, ce serait donc ça. Est-ce que j'ai bien compris, etc. Pour nourrir la réflexion et l'échange. Pour moi, ce seraient les 3 points d'une posture que tout le monde pourrait adopter dans un premier temps. Voilà, ce serait Ouais. la base. Ouais, cette idée d'écoute active, d'écouter, tu parlais de reformuler. Je pense qu'il y a aussi ce qui peut être aidant, c'est de se dire qu'on est plus dans poser des questions que dans apporter des réponses. Tu as parlé de non-jugement aussi, c'est important. Là, voilà, de ne pas se servir des cartes pour forcément aller chercher à résoudre, mais juste c'est ok en fait de regarder la situation autrement, que peut-être les enfants, les ados auront un regard différent sur la situation que ce que nous on peut avoir en tant qu'adultes. Donc d'être curieux, je pense de ça, d'avoir une intention de curiosité et de vouloir aller comprendre. Et puis après, je trouve aussi important le fait de prendre le temps. De prendre le temps à chaque phase. C'est pas un jeu de loi où on arrive à la fin et il faut aller jusqu'au bout. Il n'y a pas forcément à aller au bout du jeu ou des cartes. On peut se contenter sur une séance avec les élèves d'avoir juste exploré une carte situation, et tant pis si on n'a pas non plus exploré dans cette séance-là les cartes émotions et les cartes ressources et les cartes réactions, parce que des fois ça suffit juste à déclencher le dialogue. Oui, le jeu, il n'a pas de durée de fin. Alors j'ai mis une durée moyenne de jeu parce que j'ai toujours les parents et les enseignants qui, avant de se lancer, veulent à peu près savoir combien de temps ça dure. Donc j'ai mis une moyenne de 30 minutes. Ça peut être plus, ça peut être moins. L'essentiel, c'est que l'enfant s'exprime, peu importe ce qu'il vient dire. Et effectivement, sur le non-jugement, parfois, on va se rendre compte que l'enfant qu'on accompagne, que ce soit notre enfant ou notre élève, est dans l'effet de groupe, et a contribué de près ou de loin, de manière active ou passive en tant que témoin ou intimidateur au harcèlement. Et puis on va avoir tendance à se dire: «Ah non, c'est pas possible. Ah mais pourquoi il a fait ça?» et cetera. Gardez ça pour vous. Mmh. Peu importe ce qu'il a fait, ce qu'il a vu, ce qu'il a subi, et cetera, c'est son histoire. On n'est pas là, nous, pour transporter
nos émotions d'adultes, nos injonctions, ce qu'on aurait fait ou ce qu'on n'aurait pas fait, ce qu'on imagine, ce qu'on a subi nous en tant qu'enfants, ce qu'on voudrait qu'il n'arrive ou qu'il n'arrive pas, etc. On ne superpose pas nos histoires avec celles de l'enfant qui s'exprime. Ça, c'est très important aussi pour moi en coaching, en thérapie, avec ce jeu, dans toute interaction avec les enfants, en fait. On a tendance à croire que l'échange qui se noue est autour de l'enfant, mais souvent, en fait, ça va se déporter sur la propre histoire de l'adulte. Et ça, je pense que c'est une erreur fondamentale. Ouais. Ouais, D'où ouais, l'importance de la neutralité. de la neutralité et en termes de posture, ça peut être une idée pour aider les enseignants de retrait, d'être plus facilitateur et de se dire, je vais essayer de parler le moins possible et si j'interviens, je fais des interventions qui soient les plus courtes possibles, juste pour relancer, pour poser une question ou pour placer un petit pour montrer qu'on est en train d'écouter, mais voilà, de pas vouloir trop intervenir dans la situation. Est-ce que toi tu l'as déjà testé en collectif, le jeu? Toutes les semaines. Toutes les semaines, j'interviens sur mes 4 jeux, soit pour former des adultes en médiathèque, en ludothèque, en périscolaire, en collège, enfin voilà, c'est très très large. Et puis moi-même, j'anime des ateliers, soit que j'organise, soit dans les périscolaires, les écoles, les collèges. J'ai pas fait lycée. J'ai des formateurs qui ont mes jeux, qui l'utilisent en lycée, mais ça, voilà, j'ai un bon retour, mais je ne l'ai pas fait. Donc, en ce qui concerne les primaires et les collèges, ça fonctionne tout aussi bien. En fait, il y a la puissance du collectif. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'on est sur des sujets lourds que les enfants vont pas s'exprimer. Franchement, en primaire, ils s'arrachent les cartes. Ils veulent tous me raconter leur vie. En plus, je suis une personne extérieure, ils ne me connaissent pas. Donc, c'est beaucoup plus facile qu'avec l'enseignant où il n'y a pas une sorte de préjugement puisque je ne connais absolument rien d'eux. Je demande même aux personnes qui me font venir de ne rien me raconter sur le groupe classe, sur les faits possibles ou supposés de harcèlement qu'il pourrait y avoir dans le groupe, etc. Donc j'arrive en ne sachant rien, juste je sors le jeu. Et ils me racontent beaucoup, 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 beaucoup de choses, même au collège. Mmh. Voilà, qu'ils ne racontent pas à leurs parents, qu'ils ne racontent pas à leurs enseignants. Donc ça fonctionne très très bien. En revanche, en primaire et au collège, je ne prends pas le groupe classe en entier. Je prends pas 30-35 élèves Mmh. en même temps. Donc, je divise soit en la classe en 2 ou en 3 par petits groupes. Et là, voilà, c'est extrêmement révélateur. Et c'est génial parce qu'on se rend compte vraiment de ce qu'ils vivent. Nous, en tant qu'adultes, on entend tout le temps parler du harcèlement, des VS, des violences sexuelles, etc. Mais on ne mesure pas. C'est théorique, les informations qu'on a dans les médias, etc. Anxiogène, ça fait peur, certes, etc. Mais en réalité, c'est 10% de ce qu'ils vivent. Et donc parfois, sur le terrain, on peut se prendre un uppercut dans la tête en se rendant compte de ce que c'est d'être au collège et en primaire actuellement au XXIe siècle en France, en fait. Mmh. Ouais. On se rend pas compte quand on n'est pas à l'intérieur. C'est ça. Ouais. Hem, comment, tu parlais de différentes, variantes. C'est quoi Oui. tes variantes préférées? Ma variante préférée au collège, celle que j'utilise le plus, c'est Silence ça tourne. Donc, on l'a dit, la version classique, même si on peut prendre qu'une catégorie de cartes, hein, comme tu l'as fait, c'est à la base de poser toutes les cartes situation et de demander à le ou les enfants de s'exprimer autour de ces cartes. Est-ce que vous avez déjà remarqué des situations comme ça dans votre entourage? Est-ce qu'on vous a fait ça? Est-ce que vous avez vu que ça arrivait à vos copains, copines? Est-ce que vous l'avez fait, etc. Et puis de leur demander d'associer les émotions qu'ils auraient pu ressentir ou qu'ils ressentiraient à la place d'un enfant qui vivrait ce genre de situation. Puis on va leur demander de faire la même chose pour les réactions et pour les ressources. Ça, c'est la version classique. Pour la variante, Silence ça tourne, c'est de leur demander de s'imaginer comme s'ils étaient un réalisateur de film. Donc là, on rentre à nouveau dans la prise de distance. C'est plus facile pour le collectif parce que, comme je l'ai dit, je ne sais pas s'il y a des mécaniques d'effet de groupe au sein de la classe. Et donc, je ne veux pas
renforcer la posture d'une victime qui pourrait avoir que je n'aurais pas identifiée. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de créer une coopération dans des sous-groupes ou classes pour qu'ils se mettent ensemble sur un sujet sur lequel ils peuvent s'opposer dans la vie quotidienne dans les établissements scolaires. Et là, ils vont se dire, bah voilà, à partir des cartes Arcel Kido et autres, on va prendre 2, 3 cartes situation. On va imaginer un enfant, on va créer le personnage, il a tel âge, il vit là, etc. Il subit ça. Il a telle émotion, il a telle réaction, et c'est un film qui se finit bien, hein, parce que c'est la règle principale, et puis après on le projette aux camarades, etc. Et donc là, je leur donne pas les cartes ressources. Et ils imaginent la fin positive, eux. Parfois, ça rentre dans les cartes ressources, parfois ça en mixe plusieurs, parfois c'est uniquement le produit de leur imagination. Mais ça, ils aiment beaucoup. Et donc là, ils veulent tous présenter, ils se projettent dans les détails. Parfois, ils me proposent carrément toute la vie de l'enfant imaginé. Et là, c'est intéressant parce que souvent, quand on parle d'une personne imaginaire ou la troisième personne, parfois, il y a des éléments de vie qui sont pas du tout fictifs. Et ça leur permet de parler d'eux devant les autres, sans parler d'eux, mais encore une fois d'externaliser. Et donc là, c'est assez magique. Et parfois, j'en ai qui viennent me voir à la fin, mais vous savez, en fait, là, quand je parlais d'Anna, c'était un peu moi. Mmh. Ouais. Ça décentre et ça ouvre le dialogue et parfois ça permet de pouvoir, leur faire prendre conscience. Ça leur permet aussi je pense de les mettre en empathie sans parce que quand on est visé dans une situation, quand on est le harceleur par exemple, c'est difficile de sortir de la posture de ne pas se défendre, ne pas essayer de ne pas être le harceleur. Alors que quand on est dans cette situation-là où on doit imaginer quelque chose de fictif et de réfléchir peut-être voilà à ce qui se passe pour les personnages, ça permet, je pense, d'avoir plus facilement accès à de leur faire plus facilement en tout cas changer de regard sur les situations. Et sur l'empathie, si tu me permets de compléter, dans chaque jeu, j'essaye de sortir des émotions primaires de base qu'on leur apprend. Il n'y a pas que la peur, la colère et la tristesse, quoi. Il y a plein d'autres nuances d'émotions. Et ça, je pense que développer leur intelligence émotionnelle, c'est une clé, comme toutes les autres compétences psychosociales, mais c'est fondamental. Et là, vraiment, du coup, ah ouais, mais en fait, ils ressentaient ça. Et donc, du coup, ça nous permet aussi de parler de la différence, toujours pour le harcèlement, entre rire, trouver ça drôle, penser que c'est un jeu et harceler les conséquences. Quand on travaille sur les émotions, même à travers le film, ah oui, d'accord, en fait, c'est grave. C'était pas un jeu, c'était pas drôle. Et si ça m'était arrivé alors que moi-même, j'ai fait ça, non, c'est terrible, il faut que j'arrête. Et donc, grâce au jeu et à la discussion, en fait, on se rend compte de la gravité des choses qu'on subit ou qu'on a pu faire subir aux autres. Donc, c'est super chouette aussi. Ouais. Ouais. C'est à la fois un moyen de faire de la prévention, mais aussi d'une sorte d'infusion de la culture de l'empathie. Et puis peut-être que ça va permettre de réguler certaines choses, certaines tensions, peut-être des petites dynamiques naissantes qu'on n'a pas encore identifiées, mais qui vont pouvoir se réguler. Donc c'est chouette. Et puis donc on peut l'utiliser en collectif, en classe. Là, tu as parlé de silence ça tourne ou qui permet d'imaginer un scénario et donc je pense que les enseignants qui écoutent feront tout de suite le lien avec d'éventuelles productions orales, productions écrites et tout ce qui peut être fait autour. Mais voilà, ça déclenche en tout cas, c'est vraiment déclencheur. Et en individuel, ça peut être aussi utilisé avec certains élèves ou pour parler de certaines situations. Comment tu proposerais ça? Alors toujours en classe ou en tout cas dans le cadre du primaire et du collège, ça peut être de voir qu'on soit référent phare ou non, de voir qu'il y a un élève qui est un petit peu différent en ce moment, qui est plus isolé, qui a plus de mal à se concentrer, qui a des notes qui baissent, qui a mal au ventre, qui veut plus être à la cantine, etc. Peu importe les signaux faibles qu'on a repérés, c'est de lui proposer une séance en individuel. Comme tu as fait avec ta fille, on sort une ou plusieurs cartes et puis
puis on ouvre la discussion tout simplement. Alors je sais que dans le programme phare, la plupart des établissements vont suivre le protocole de la MPP, de la méthode de préoccupation partagée, où on va pas avoir d'outils. Mais si les enseignants qui nous écoutent ne suivent pas cette méthode, on peut tout à fait l'intégrer pour voir s'il y a du harcèlement ou pas. Parce qu'on a des enfants qui vont jamais dire qu'ils sont harcelés en fait. Mmh. Donc ça peut être utilisé vraiment en individuel ou en collectif, comme vous voulez en fait. L'adulte qui va se saisir du jeu peut devenir totalement acteur de comment il l'utilise. Après, en individuel ou en collectif, on peut travailler pour aller plus loin dans le jeu, créer des nouvelles cartes. On peut imaginer des faux procès pour les plus grands, ça marche assez bien aussi. On peut faire plein de jeux de rôle avec les cartes. On peut les faire piocher au hasard des cartes et discuter. Enfin vraiment, les usages pardon, sont extrêmement larges, Mmh. en individuel ou en collectif, encore une fois. Ouais. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a à retenir et puis j'espère que du coup ça va inspirer les personnes qui écoutent parce que c'est vraiment très riche en termes de possibilités. Où est-ce qu'on peut te retrouver, les retrouver, sur quelle plateforme, comment les commander? Alors, il y a le site principal, hein, de la boutique et des prestations que je propose qui s'appelle Emotion & Co comme le nom de la marque. Donc c'est, www.emotion avec un S and co.com. Et puis après, les jeux sont dans certaines librairies, et chez certains revendeurs en ligne, en France et dans des pays d'Europe. Voilà, mais normalement, vous mettez le nom du jeu, vous le trouvez tout de suite sur un moteur de recherche. Eh bien super, je mettrai le lien du site en légende de l'épisode. Delphine, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci infiniment pour cette belle invitation. Et puis vous retrouverez en légende tous les liens de ceux dont nous avons parlé dans l'épisode. Si vous aimez le podcast, pensez à lui attribuer une petite note ou un commentaire là où vous l'écoutez parce que c'est ce qui lui permet de grandir. Et si vous avez besoin d'un coaching pour avancer sur le plan professionnel, vous savez où me trouver sur metrucsdecoach.fr/contact/newsletter ou /kiffe ta vie de prof si vous voulez faire partie de l'aventure à la prochaine rentrée ou /kiffe tes vacances si vous souhaitez acquérir le mini-programme qui vous aide à planifier vos vacances de prof pour en profiter l'esprit léger. Bref, ça dépend de ce que vous cherchez. Je vous retrouve en tout cas très vite pour l'épisode 202 dans lequel je reçois Julie Higounet pour parler de l'IA dans les pratiques de prof. J'ai hâte. Allez, d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.